Donc, bienvenue au conciliabule des électromagnéteux du Québec, le seul et l'unique, surtout parce qu'électromagnéteux, on a inventé le nom. Donc, ici, on a Éloi Hamel, Samuel Gauthier, Philippe Odanik et moi, Johan Lynch, et on vous présente notre accélérateur de projectiles électromagnétiques. Alors, petite question, qui sait c'est quoi un accélérateur de projectiles électromagnétiques? Exactement, c'est ça le but de notre présentation. Donc, on va commencer par une explication assez brève du fonctionnement de notre canon. Ensuite, je vais vous présenter les hypothèses qu'on avait avant qu'on fasse notre canon, donc ce à quoi on s'attendait, ce qu'on voulait surtout. Ensuite, Éloi va vous parler de la théorie, c'est-à-dire comment les composants qu'on a utilisés fonctionnent. Samuel, de son côté, va vous présenter la méthodologie, c'est-à-dire la façon dont on a utilisé les composants et la façon dont on a créé notre canon. Finalement, Philippe va vous faire une petite démonstration du canon en fonction et va vous parler des multiples grosses erreurs qu'on a eues pendant le projet. Donc, le fonctionnement. Premièrement, il y a deux types différents de canons électromagnétiques qui peuvent être utilisés. Le premier, ça fonctionne avec deux plaques qui touchent directement au projectile. Le problème avec ce modèle-là, c'est que s'il y a deux plaques qui touchent au projectile qu'on fait accélérer, ça va tout se frotter et ça va s'endommager. Donc, on n'a pas voulu prendre ça simplement parce qu'on veut un canon réutilisable. Le deuxième modèle, c'est un modèle qui fonctionne avec des inducteurs. Donc, par exemple, je ne sais pas pourquoi c'est collé. Donc, par exemple, des bobines. Et le principe de celui-là, c'est qu'on a une bobine dans laquelle on met de l'électricité qui va faire un champ magnétique. Lorsqu'on a un projectile qui est ferromagnétique là, le champ magnétique de la bobine va l'attirer et c'est ça qui va causer l'accélération. Alors, j'ai fait une petite animation pour expliquer comment ça marche, mais pour résumer, dans le fond, ici, tu as la bobine en bleu qui est allumée, et ça va attirer le projectile. Par contre, lorsqu'il est au milieu de la bobine, il va falloir fermer la bobine simplement parce que le champ magnétique va le garder là. Et on veut qu'il continue en ligne droite. Donc, il faut la fermer pour garder la vitesse. Et lorsque celle-là est fermée, c'est la prochaine bobine qui va être allumée pour ensuite faire accélérer le projectile encore plus. Donc, tu peux jouer la vidéo. Donc, pourquoi un canon électromagnétique? À quoi ça peut servir? Donc, on a trouvé deux utilités principales. La première étant pour remplacer les fusées que la NASA utilise. On sait que les fusées que la NASA utilise, ça consomme beaucoup de carburant. On le voit toujours avec la grande cheminée de feu et de boucan. Donc, ça pollue énormément. Un autre problème avec ces fusées-là, c'est que c'est à usage unique. Tu envoies la fusée dans l'espace et tu ne peux plus l'utiliser. Donc, après des années de développement, de construction, de conception, la fusée n'est plus réutilisable. C'est un gros problème. Donc, un canon électromagnétique, comme on a fait, un petit peu plus gros évidemment, ça pourrait permettre de faire accélérer des satellites qu'on envoie dans l'espace au lieu de faire une fusée. Et avec ça, on peut tout simplement les transporter avec de l'électricité au lieu du carburant et de façon réutilisable. On peut lancer le projectile dans l'espace autant qu'on veut. Une autre utilité, ce serait dans les transports en commun, où on pourrait faire accélérer des trains avec une sorte de canon électromagnétique à grande échelle. Alors, nos hypothèses avant de construire notre canon, on pensait que notre projectile allait atteindre une vitesse d'environ 50 km/h. On s'était dit que c'est une vitesse raisonnable à cause que les études qu'on avait étudiées, c'était environ 100 km/h, mais c'est des experts qui font ça et on n'est pas des experts, donc on s'est limité à la moitié de ça. Ensuite, on voulait évidemment que ça soit réutilisable et on voulait aussi que ça soit sécuritaire parce qu'il y a quand même des risques au niveau de l'électricité et des projectiles, évidemment, qui vont quand même aller vite. C'est ça. Donc, elle va vous parler de la théorie. Donc, pour la théorie, il y a quand même des concepts clés qui sont importants à comprendre pour la bonne compréhension de notre circuit. Pour l'instant, peut-être que là, tout ce que je vais vous garocher, ça va peut-être être nébuleux, parce que c'est beaucoup d'informations, mais une fois que je vous aurai montré ça, et qu'on vous aura expliqué comment il fonctionne notre canon, ça va faire plus de sens. Fait qu'en premier, on a l'électricité. L'électricité, j'imagine que vous avez déjà entendu parler d'électricité, c'est quand même assez omniprésent dans nos vies, mais il y a quand même quelques concepts importants à comprendre avant de se lancer plus loin. Donc en premier, on a le positif et le négatif de l'électricité, qui simplement, le courant suit du positif et va vers le négatif, qui fait notre boucle. Ensuite, on a le voltage. Le voltage, c'est la la vitesse des électrons qui se promènent dans le fil. On peut le voir un peu comme un débit d'eau qui va dans un tuyau, puis c'est la vitesse de l'eau qui est dans le tuyau. Ensuite, on a l'ampérage, qui est la quantité des électrons
qui se promène dans le fil, comme cette fois-ci la quantité d'eau qui se promène dans le tuyau. Ensuite, on a la résistance. La résistance, c'est un composant qui va ralentir les électrons et qui peut faire divers phénomènes, comme créer de la chaleur, par exemple. Ensuite, on a trois dans la même famille, conducteurs, la conductivité, l'isolance et les semi-conducteurs. Les conducteurs, c'est, ça le dit, ça va permettre aux électrons de se faire conduire jusqu'à bon port avec, par exemple, des fils de cuivre. Ensuite, on a les isolants, c'est l'inverse, comme du caoutchouc, qui va bloquer les électrons de passer. Mais si on a des semi-conducteurs, c'est les deux. Mais qu'est-ce que je veux dire par les deux? C'est que ça commence en tant que composant isolant, mais une fois qu'on applique une tension, ça va devenir conducteur après un certain moment. Et c'est très important à comprendre parce qu'il y a dans notre circuit des composants qui utilisent ce principe. Et évidemment, les diodes qui sont des composants qui empêchent le courant de revenir en arrière. Donc, pour les inducteurs, comme mentionné précédemment, on peut s'en servir comme aimants qu'on active et qu'on désactive à notre guise et qui sont faits de fils de cuivre en bobine. Et on envoie donc un courant électrique dans le fil pour créer un champ magnétique qui est ici et qui a une force plus puissante au centre. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que ça vient avec quelques problèmes, c'est que ça peut créer un pic de courant qui peut briser certains composants et ça peut aussi créer du courant inverse qui peut briser aussi quelques-uns de nos composants. Ensuite, on a les MOSFET et les thyristors. Les MOSFET, on peut les voir comme des interrupteurs qu'on peut activer à distance. Et ici, j'ai un crayon, oui, qu'on peut activer à distance parce que ce sont eux, nos semi-conducteurs. Parce que ici, on voit qu'il va y avoir un courant qui veut passer de là à là. Mais c'est isolant, donc il ne passe pas. Mais si on applique une tension ici, là, ça va devenir conducteur et le courant va pouvoir passer. C'est un peu comme si on avait un pont-levis et qu'on voulait faire passer des gens. On baisse le pont-levis à distance, peu importe, pour faire passer le monde. Mais c'est là la différence entre un thyristor et un MOSFET, c'est que le MOSFET, lui, on peut l'activer et le désactiver à notre guise, même quand il y a des gens qui passent encore. Comparé à un thyristor, lui, il faut attendre que tout le monde ait fini de passer avant de pouvoir le relever. Qui, dans ce cas-ci, ce n'est pas des gens, mais c'est plutôt des électrons. Ensuite, on a nos condensateurs. Nos condensateurs, c'est ce que vous voyez ici sur notre canon. Ce sont les grosses tours noires qui, en gros, servent de batterie rechargeable qu'on peut charger et décharger très rapidement pour pouvoir envoyer un courant très rapidement dans notre circuit. Et ensuite, on a notre Arduino, qui est un petit ordinateur qui nous sert pour contrôler le circuit à l'aide d'un code qu'on envoie dans le port USB. Et ensuite, cet Arduino va analyser le code pour faire diverses tâches. Par exemple, il pourrait prendre des informations à une certaine pin, ensuite l'analyser et renvoyer d'autres informations depuis une autre pin. Par exemple, il pourrait renvoyer du courant. Et maintenant, on passe à la méthodologie. Donc, maintenant que vous avez eu ce cours express d'électricité et magnétisme, il est temps de tout mettre ces théories-là en place dans un circuit en tant que tel. Donc, on a vu au début des composants comme des condensateurs qui agissent comme une batterie. Donc, ça veut dire qu'on en a besoin parce qu'on veut avoir un pic élevé de tension qui permet d'avoir un champ magnétique puissant et d'un bref délai. Donc, cela dit, une batterie, il faut bien arrêter sa charge un jour. Donc, on va ajouter un interrupteur juste qui va permettre d'arrêter la charge du condensateur et qui va permettre de le pouvoir charger et de recharger, etc. Cela dit, il ne se passera pas grand-chose avec ça. Donc, pour un champ magnétique, comme précédemment, ça nous prend une bobine. Une bobine, elle sera juste ici. Cela dit, une bobine, ça a son lot de problèmes, dont un courant inverse. Et ce courant inverse va être résolu via une diode qui empêche le retour de courant, qui va empêcher de briser les composants, exemple le condensateur ou d'autres semi-conducteurs, qui n'aiment vraiment pas les courants inverses, ça les brise. Vraiment la série.
C'est beau à voir, mais c'est pas très beau à vivre. Après ça, parlons de semi-conducteurs. Justement, on en a un juste ici, parce que c'est bien beau ce circuit-là, mais si on reste une boucle fermée, si on ferme ça, il va se décharger directement. Donc, ça nous prend quelque chose pour le contrôler. Bon, ben, ça tombe bien. On a un composant pour ça, un thyristor, qui est ce symbole-là. Donc, ce symbole-là, ce thyristor-là, on veut le contrôler via, cette fois-ci, un interrupteur, comme un interrupteur de maison, par exemple, qu'on place juste ici, et que ce dernier, on le contrôle via un servomoteur, via une ficelle reliée à l'interrupteur et qui permet d'activer ou de désactiver ce dernier. Un servomoteur qu'on contrôle via un Arduino. Donc, cet Arduino va permettre de réutiliser. Il y a des gens. On peut terminer la présentation, personne ne pouvait venir. Oui, c'est ça, on est en train de faire la présentation. Si vous voulez revenir plus tard, on va la recommencer. Dans peut-être 5. C'est surtout une question de sécurité en fait. Il y a des consignes de sécurité avant. 10 minutes. Parce qu'il y a des consignes de sécurité avant qu'il faut vraiment, genre, on s'assure que tout le monde le sache. Mais vous pouvez toujours fermer la porte. Comme ça. Oui, c'est vrai. Ah, ben oui! Mais là, il y en a qui vont rentrer par le. Non, on est là, j'en ai pas. Sur cette petite parenthèse, poursuivons avec un circuit qui maintenant peut être contrôlé via un Arduino et qui, si on reproduit à plusieurs reprises, peut être contrôlé de manière séquencée avec plusieurs autres circuits, un réplica de ce même circuit-là qui pourra être accéléré le projectile avec plusieurs étapes. Ces délais-là vont être contrôlés via des résistances variables dans lesquelles le code de l'Arduino en tant que tel va analyser continuellement et va, lorsqu'on l'active, va produire cette séquence de déclenchement-là avec des délais précis pour activer les bobines. D'ailleurs, ce système-là qui ne fonctionne potentiellement pas aujourd'hui. Et maintenant, concernant la méthodologie utilisée pour ce projet, ça a été en simple, beaucoup de recherches, beaucoup de déceptions et beaucoup de problèmes. Après ça, on a fait des tests à moyenne échelle, à grande échelle, à très petite échelle, des tests de composants, des tests avec des appareils des années 70 qui peut-être ne fonctionnent pas. Ça, vous allez voir plus tard. Et des utilisations de divers circuits et de beaucoup d'essais de circuits de manière théorique et des simulations. Donc, on passe maintenant que c'est la théorie est passée, place à la pratique, que vous allez voir, c'est un peu décevant parfois. Donc, vous pouvez mettre vos lunettes de sécurité et vous approcher si vous voulez voir. En gros, le projectile qui va partir de la base ici et qui va ensuite avancer. Fait que c'est vraiment très petit, fait que si vous voulez voir, approchez-vous. Si vous voulez qu'il y ait un plan plus grand écran là. Mais la caméra est pas super bonne. Ouais. Maintenant, charger les condensateurs pendant qu'ils chargent, on a eu énormément de problèmes en général. Soit au lieu du canon qu'on voulait faire avec 4 bobines différentes à 300 volts, contrôlées par l'Arduino et optimisées, on va juste avoir deux bobines à 100 volts qui vont être contrôlées par l'interrupteur mécanique que je vais faire. Attention, il faut qu'on regarde là. C'est la base. Moi, si tu veux tasser, Ah oui. de loin, vous pouvez regarder. Ouais, parce que moi, je suis comme devrait dans le- tasser là. Il faut le ça va être ici. On le voit un peu moins, mais c'est l'accès. On le voit mieux. C'est là. là. Ah, tu vas voir. Ça dépend. Le CV de l'élection, en fait, ça va bloquer. D'accord? Là-dessus, j'ai déconnecté. Mais là, on peut pas, c'est le Ouais, C-Charge. ça, on va juste essayer. Ah, ben! Mais là, il n'a pas passé parce qu'il est déconnecté. Mais normalement, il serait sorti. Mais question de sécurité, on ne peut pas mettre nos mains là lorsque c'est chargé Ouais. nécessairement. Sinon, pour les résultats, le meilleur test qu'on a eu, c'était un test à 250 volts avec la première bobine, avec l'interrupteur. C'est pas grave, c'est On va le faire après. Non, mais continue. Non, mais c'est ça. Avec une bobine à 250 volts, on a atteint une vitesse de 8 km/h, ce qui est nettement inférieur à notre but de 50 km/h. Et en plus de ça, il y a le MOSFET qui a brûlé parce que c'était trop de courant. On n'a pas atteint notre objectif de 50 km/h. Cependant, avec un circuit à 100 volts, on a quand même un circuit qui est réutilisable et sécuritaire. Sinon, pour les
sources d'erreur. Il y a beaucoup de sources d'erreur, comme ça, c'est juste les principales sources d'erreur. Mais je vais vous expliquer vraiment des principales. La première source d'erreur, c'est que même si on a quand même des bases en électricité, le projet est beaucoup plus avancé que ce qu'on a vu à l'école. Donc, on ne connaissait pas assez sur le sujet pour vérifier si les sources étaient véridiques ou fausses. Par exemple, il y a certaines sources qui ont dit que pour éliminer les pics de courant et de voltage des bobines, il fallait mettre une résistance en parallèle. D'autres sources disaient qu'il fallait mettre une diode en parallèle. On s'est dit c'est soit un ou l'autre, peu importe. Mais malheureusement, non. Et malheureusement, on a choisi les résistances qui étaient mauvais choix. Parce que les résistances, ça a éliminé le pic de voltage, mais pas le pic de courant, ce qui a brûlé les MOSFET. Ensuite, on a aussi le fait qu'on a beaucoup manqué de temps. 3 mois, c'était pas du tout assez pour ce projet. Parce que comme c'est un projet de conception, il fallait que dans 2 semaines qu'on fasse de la recherche pour pouvoir commander les pièces. On a quand même fait beaucoup de recherches, à plus de 30 heures par semaine, beaucoup de recherches, qu'on pensait que c'était assez. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse plus de recherches. Et les composants qu'on a commandés n'avaient pas les bonnes caractéristiques. Ensuite, on a eu énormément d'erreurs de manipulation, de protocoles, mais je vais juste en parler de 2 aujourd'hui. On avait fait dans un circuit intermédiaire qu'on avait fait avec une bobine, un condensateur, un interrupteur, puis une source de courant juste pour vérifier si les boucles marchent. On avait utilisé ce qu'on appelle des dominos, qui sont pratiques pour les circuits de test parce qu'il ne faut pas que tu soutes des fils, il faut juste que tu visses. Cependant, cela a fait que les connexions étaient plus ou moins bonnes. De plus, on a utilisé cet appareil des années 70, un vérificateur de transistors, pour voir si les MOSFET y étaient bons. Ça a donné des faux positifs pendant 4 jours, soit on travaillait avec des MOSFET brûlés sans le savoir, on s'arrachait les cheveux, on faisait les circuits, on les défaisait plusieurs fois, avant qu'on comprenne que c'est juste brûlé. Comme ici, vous pouvez voir tout le cimetière des MOSFET. C'est le tas de MOSFET. Non, ça c'est genre 13 MOSFET qu'on a brûlé dans les tests, dans tout cela. Puis finalement, on a mis 4 petits résistors en parallèle pour diminuer la charge sur chacun. On a diminué le voltage à 100 volts pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Cependant, en conclusion, on peut dire que si on aurait eu 2 mois de plus pour préparer le projet, on aurait eu plus de temps pour faire une recherche plus approfondie, réfléchie et pensée, que toujours être à la 5e vitesse, toujours faire des tests parce qu'on était toujours en retard du projet. Et on pense que si on aurait eu 5 mois, on aurait pu réussir le projet avec tous les objectifs. On a inventé beaucoup à Robert Lépinel, Robert Julien, Denis Julien, Jonathan Saint-Laurent, Laurence Belair et Gino Chevary pour le reste dans ce projet qui était vraiment instrumental. Parce que même si on est dans du programme Sciences Nature, on a demandé beaucoup d'aide aux professeurs d'électro pour divers principes, des circuits qui ne marchaient pas, et nous ont énormément aidés. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? On a-tu des questions? Mais juste pour dire, au départ, tu disais des applications possibles. Y en a-tu des applications présentement? J'ai peut-être manqué un bout aussi, je m'excuse. Présentement, c'est surtout à des fins militaires, parce qu'évidemment, accélérer un projectile assez vite, c'est toujours les militaires qui vont aimer ça. Mais présentement, il y avait un projet, je pense qu'on en avait parlé un petit peu dans notre texte qu'on avait fait, mais un projet d'utiliser un sorte de mini-accélérateur au lieu d'injecter des vaccins. C'est ça, des aiguilles pour faire des vaccins. Tu pourrais juste envoyer ça directement, l'accélérer, puis ça rentrait sans faire mal, sans... Ça passe direct à travers la peau, c'est vraiment incroyable. Ça s'appelle l'électroporation. L'électroporation, ça fait comme faire exciter les cellules, genre, autour de la membrane cellulaire, puis ça fait que le vaccin il passe direct à travers. C'est vraiment cool. Ça affaiblit, puis ça permet à l'ADN, à l'ARN directement rentrer à l'intérieur de la cellule, mais chaque virus, chaque vaccin a ses propres caractéristiques. Donc, à chaque fois, vous recommencez la recherche par rapport à ça. C'est pour ça que c'est pas tant entendu parler, mais les recherches avancent vraiment bien dans ce domaine-là. Mais c'est tout un autre projet beaucoup plus compliqué que ça d'ailleurs. Vous avez une application biologique? Oui. Alors, on a pensé à tout. Si vous voulez, on peut faire une autre démonstration. Moi, j'aimerais savoir. Ouais, on a le temps. Alors, mettez vos lunettes. Le projectile est-tu là? Il est là. C'était-tu tes parents, Philippe, qui... Oui. On m'a mis dehors. On m'a mis dehors, tes parents. C'est ton père. Oui, c'est mon père. C'est lui le fameux père. Ah, c'est ton père. C'est des nos parents qu'on a juste mis à la porte. Tu t'avais mis à la porte des parents.
Ah oui, bah, c'est une évaluation, là, c'est beaucoup de sérieux. là. Oui. J'ai déjà les trois ans de Je vais aller voir ça, l'intérieur. je sais qu'on va les Ah, moi, elle est venue aujourd'hui, hein. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Bravo. Là. Donc, faut attendre. Voilà, maintenant, on voit ici que ça change, ça a changé. Ok. On voit. Moi, là, ça passera pas là non plus, mais ici. Oh Mais qui l'a encore mal mis, là? It's maybe me. On va faire un C'est test. peut-être moi. On Ah, va... mais après, ça s'est replacé. Non, non, c'est juste un peu fait. Ouais, non, Et on va couper, on va le couper. Ok, non, ça s'est pas replacé, celui-ci. Oui. On va le charger. Non, bah, c'est déchargé. c'est déchargé. Ok. J'ai déchargé là. Ça, on n'avait pas trop de problème avec ça. Mais là, on a trop mangé. C'est ça. C'est Ouais, quoi, c'est ça. c'est votre truc qui s'allume pas bien avec. Non, c'est parce qu'on a Des joints. supports que Robert nous a fait. Ok. Parce que c'est pas un cible, c'est plusieurs cibles pour Ouais, les c'est ça, connecter. c'est- On a un exemple là, ça. En fait, c'est ça qui va le faire. Ouais, ok. Parfait. Ouais. Ouais. T'as pas ce qui est mis. Fait que là, c'est 8 km/h encore. Ouais. En fait, Ben là, c'est. On n'a pas estimé parce qu'on fait ça manuellement, fait qu'on peut pas vraiment. Parce que là, vous avez pas votre l'argument, mais. Ouais, parce que là, Ouais. c'est juste manuellement. Puis la dernière fois aussi, on n'avait pas d'Arduino, il a fallu qu'on le fasse avec les frames de la caméra. Non. Puis d'ailleurs, en fait, l'affaire, c'est que c'est tellement incertain parce que le moindre microseconde de différence avec le test précédent va changer la Bon, là, durée. regardez, là, normalement, il va traverser le complet. Wow! Puis même qu'il a touché la Mais oui, le j'ai bout. bien. C'est parce que j'ai laissé trop longtemps, soit c'est juste revenu en arrière, Ok, ça mais ça passe. va pas ça va. Ouais. Fait que- Ça allait plus vite que 8 km/h. Oui. Probablement. Peut-être que aussi vite que 500 cm. J'en faut. Cent cinquante. 200. 250. 280. 303 volts. 'Charge en cours. Deux cents. 230. 250. 270. 302. 'Arrête le charge.